Bonjour à tous, tout est intéressant dans ce livre que je vous ai traduit et résumé. A Rogue Agent Exposes the Mossad Secret Agenda, 1994, de Viktor Ostrovsky. Et je vais aller à l'essentiel tout d'abord avec la principale révélation. Donc Ostrovsky, il dit qu'il était dans la mouise en gros avec le Mossad et que pour éviter d'être supprimé, en fait, il valait mieux qu'il rende public tout ce qu'il savait. Et ça lui a donné raison puisqu'il est toujours vivant à l'heure actuelle. Mais voilà, je vais vous lire ce passage que je vous ai traduit. Vous allez comprendre par rapport à l'affaire Epstein actuelle. Donc 1991, Robert Maxwell, un collaborateur de longue date du Mossad, est en difficulté financière. Il menace de révéler la collaboration du Mossad avec le KGB lors du coup d'État manqué contre Gorbatchev, où le Mossad avait promis un soutien en échange de l'expulsion massive de juifs soviétiques vers Israël. Craignant cette révélation qui nuirait gravement à leur image, cette faction du Mossad décide d'éliminer Maxwell. Il est attiré à Madère, puis à Tenerife, où il est assassiné en mer. Sa mort est présentée comme un accident et il est inhumé en Israël comme un héros national. Donc, même Ghislaine Maxwell, elle a mis du temps apparemment à dire que c'était que son père avait été assassiné, que c'était pas une mort naturelle. Mais je sais pas si elle sait ce que Viktor Ostrovsky savait lui-même et disait ça il y a 31 ans. Donc voilà, c'est pas être complotiste de le dire, donc c'est un ancien agent du Mossad qui le dit. Ça, c'est une preuve factuelle. Donc bienvenue dans ce résumé. Je vais vous mettre... Alors, il sera uniquement ici sur Patreon. Vous comprenez pourquoi. Donc le livre The Other Side of Deception, A Rogue Agent Exposes the Mossad Secret Agenda, de Viktor Ostrovsky, ancien agent du Mossad, expose les agissements de factions extrémistes au sein de l'agence de renseignement israélienne. Après la controverse autour de son premier ouvrage, Ostrovsky révèle comment, après son départ, il a secrètement collaboré avec des modérés pour contrecarrer des opérations extrémistes. Pour ce faire, il a infiltré le KGB, le MI5 et les services de renseignement français, jordaniens et égyptiens. Les activités attribuées aux factions extrémistes du Mossad constituent un abus de pouvoir massif aux conséquences mondiales. Le livre allègue la subversion du processus de paix israélo-arabe par la contrefaçon, l'assassinat et le soutien aux radicaux religieux. Il mentionne également l'expérimentation biologique létale sur des Palestiniens et des Noirs de Soweto, l'organisation de campagnes de diffamation contre des leaders mondiaux, le soutien à un coup d'État de la ligne dure soviétique, ainsi que l'assassinat d'un général israélien, d'un politicien allemand, d'un scientifique canadien et d'un journaliste koweïtien. L'auteur affirme aussi l'utilisation de désinformation pour provoquer des frappes américaines contre les ennemis d'Israël. C'est pour ça, franchement, quand Rudi Reichstadt, Tristan Mendes France nous maintiennent que la désinformation, c'est juste l'affaire des complotistes, des méchants complotistes, franchement, il ferait bien de s'occuper aussi d'Israël, qui utilise, c'est dit ici par Ostrovsky, qui utilise continuellement la désinformation pour leurs propres intérêts. Donc faut arrêter maintenant. L'auteur est né au Canada et ancien commandant de la marine israélienne, fut recruté par le Mossad après avoir aidé la police dans une affaire d'escroquerie aux cartes de crédit. Il débute son récit par son emprisonnement au Caire et relate une opération d'infiltration à Chypre contre des terroristes belges liés à l'OLP, soulignant son expérience d'agent de terrain. OLP, c'est quoi? Organisation de libération de la Palestine, je crois. Ostrovsky affirme que son récit est factuel, basé sur sa mémoire et des notes opérationnelles, et n'est pas motivé par une vendetta personnelle. Son objectif est d'alerter sur le danger que représente une agence de renseignement sans supervision gouvernementale, avertissant qu'une telle entité menacera ultimement le monde entier. Le message est trop glaçant pour être ignoré. Petite parenthèse, vous imaginez quand même le courage qu'avait ce genre d'homme pour, en sortant de ces services-là, enfin parmi les pires au monde, enfin les plus, on va dire les plus dangereux, il balance tout quoi. Je continue. Viktor Ostrovsky, ancien agent du Mossad, expose des opérations secrètes et controversées de l'agence. Il révèle donc notamment comment le Mossad a exploité une cellule anticommuniste de l'OTAN avec l'accord des services secrets belges pour orchestrer des actes terroristes en Belgique. Ces attentats attribués aux communistes visaient à justifier un renforcement des services de sécurité. Des éléments d'extrême droite, incluant des policiers et le parti fasciste Westland New Post, ont mené des vols violents et un assassinat politique, connu sous le nom des Tueurs du Brabant, dans le but de déstabiliser les gouvernements belges. 3 de ces membres ont trouvé refuge en Israël, où le Mossad leur a fourni de nouvelles identités.
Ostrovsky détaille sa mission à Chypre, où il devait participer à une opération d'infiltration contre des trafiquants d'armes liés à l'Organisation de libération de la Palestine. Simultanément, il servait de relais pour une opération de détournement d'avions ciblant des leaders terroristes palestiniens en Libye. Malgré l'avertissement d'un informateur palestinien concernant un piège, ces tentatives d'alerte ont été délibérément bloquées par la hiérarchie du Mossad. L'opération de détournement échoua, les cibles n'étant pas à bord. Ostrovsky fut alors contraint d'endosser la responsabilité de cet échec, devenant un bouc émissaire pour le bien du bureau, entre guillemets. Suite à cet incident, il fut placé sous surveillance constante, subissant une pression intense qui affecta sa vie personnelle. Il décrit également sa participation à une opération interdite, entre guillemets, sur le territoire israélien, visant à dérober de la technologie optronique américaine pour des entreprises israéliennes, en infiltrant des ingénieurs sous couverture militaire. Cette action souligne les méthodes illégales du Mossad, même au niveau national. L'auteur veut démontrer que des factions extrémistes au sein du Mossad commettent des abus de pouvoir aux conséquences mondiales, allant jusqu'à générer du terrorisme pour manipuler l'opinion publique et déstabiliser des gouvernements. Il met en lumière le manque de supervision gouvernementale de l'agence et les répercussions dangereuses qui en découlent. Il révèle ensuite des opérations secrètes choquantes. Plus tard, il apprend la mission de nettoyage de l'affaire Jonathan Pollard, un espion américain recruté par une autre unité israélienne, l'ACAM, impliquant des Sayanim, aides juifs non rémunérés. On l'avertit de sa réputation difficile due à ses conflits et opinions politiques. L'auteur veut démontrer que le Mossad, par ses méthodes controversées, génération de terreur, vol technologique, manipulation d'alliés, conflits internes, boucs émissaires, opère sans réelle supervision. L'auteur subit la répression de ses opinions politiques au sein du Mossad, ses vues sur un État palestinien étant jugées gauchistes et menaçant sa carrière. Un supérieur l'avertit des graves conséquences de sa dissidence interne. Affecté au bureau danois, il découvre un système de recrutement coercitif. Le Mossad utilise les demandes de visa danoises d'individus arabes pour identifier des cibles potentielles. Avec la complicité des services danois, les personnes d'intérêt voient leur visa approuvé, sont arrêtées au Danemark, puis menacées et recrutées comme agents ou relâchées pour être exploitées ailleurs. Plus de 80 Palestiniens sont ainsi contraints de collaborer. Parallèlement, le Mossad exploite les services danois pour espionner un universitaire pro-palestinien et obtenir des informations sensibles sur des dissidents coréens pour les Moonies. Donc vous savez, c'est par rapport à la secte de Moon, je crois. Malgré les objections de la CIA. Ostrovsky doit également convoyer des armes au Tigre tamoul et participe à une campagne de sabotage contre une initiative de paix jordanienne, mobilisant le lobby juif américain et les Sayanim, les aides bénévoles non rémunérées. Finalement, Ostrovsky est licencié en raison de son influence divisive, entre guillemets, et de ses opinions. Lors de son entretien de licenciement, ses droits contractuels sont ignorés. On le menace de prison et de mort s'il divulgue des informations. Un psychologue lui explique que son déficit de peur, un atout en tant qu'agent, le mettra en danger, hors du système. Amertume et sentiment de trahison le submergent. En quittant le Mossad, il se sent déshumanisé, mais est immédiatement intercepté pour un mystérieux rendez-vous prouvant qu'il reste sous surveillance. L'auteur dénonce l'autoritarisme, la manipulation des alliés, le recrutement forcé, le sabotage politique et la brutalité du Mossad. Il souligne l'absence de moralité, les conséquences dévastatrices sur les individus et la subversion du processus démocratique par cette organisation. Après son renvoi du Mossad, Victor est intercepté par Ephraim, un officier qu'il croyait hostile et un général. Ephraim lui révèle que son licenciement était une machination orchestrée par une faction interne du Mossad opposée à la sienne. Cette faction utilise l'organisation à des fins personnelles, allant jusqu'à provoquer donc des conflits. Elle cherche désormais à éliminer Victor en l'affectant à l'armée du Sud-Liban, une mission suicide. Ephraim propose une échappatoire, une libération militaire de 72 heures pour quitter le pays. Victor doit vendre sa voiture et se rendre à Londres où il sera recontacté. Malgré sa méfiance, Victor accepte, conscient que sa vie est en jeu. Il constitue une assurance, entre guillemets, des documents secrets du Mossad, des photos d'agents et une liste de Sayanim prêts à être divulgués en cas de menace sur sa famille. Il fait des adieux déchirants à sa femme Bella et ses filles. À l'aéroport, un officier de sécurité le contraint à participer à un exercice, entre guillemets, pour tester de nouvelles recrues, impliquant un échange de passeports. Victor s'exécute, observant Ephraim à distance.
L'exercice tourne à la confusion pour une nouvelle recrue, mais Victor est finalement escorté et s'envole. Il réalise que sa fuite est orchestrée et surveillée, et que le danger persiste. L'auteur dépeint les luttes de pouvoir impitoyables au sein du Mossad, la manipulation des individus. Il souligne le lourd tribut personnel et familial exigé des agents, contraints à des choix extrêmes pour leur survie face à une organisation qui broie ses propres membres. Arrivé à Londres, Victor, rongé par l'incertitude et l'impossibilité de contacter sa femme, est rejoint par Ephraim et un général. Ephraim révèle alors l'ampleur d'une conspiration interne au Mossad. Une faction droitière, cherchant à imposer sa vision colonialiste et à maintenir Israël dans un état de guerre permanent, a manipulé l'organisation. Pour empêcher le général Yekutiel Adam Kouti, un futur chef intègre, de prendre ses fonctions et de réorienter l'agence, cette faction l'a assassiné en 1982 lors d'une embuscade au Liban, maquillant le crime. Le général, ami de Kouti, confirme cette version, ayant obtenu des aveux d'un combattant capturé. Ephraim dévoile également un autre acte de sabotage interne, l'assassinat de l'agent Yakov Barsimantov et de l'intermédiaire américain Charles Robert Ray, qui tentait d'établir un dialogue secret avec les Palestiniens. Ces meurtres, attribués à tort à des révolutionnaires libanais, visaient à torpiller toute initiative de paix et à justifier la guerre. En fait, c'est ce qu'ils ont toujours voulu, on le voit bien aujourd'hui. Ils ont utilisé quelque chose de créé de toutes pièces, c'est-à-dire oh là là, dis donc, le poste de frontière, ah oui, il avait une faille, il était ouvert à ce moment-là, et donc des méchants terroristes se sont infiltrés dans le poste, et ça a créé, point de départ, l'éradication actuelle systématique de Gaza. On voit bien quel est leur objectif maintenant. Si c'est pas clair... Je continue. Ephraim recrute Victor pour démanteler cette faction corrompue et réparer le Mossad, entre guillemets, estimant que Victor, jeune et patriote, est incorruptible. Pour s'assurer que Victor n'est pas surveillé et pour tester la portée de leur adversaire, il lui impose une mission risquée, se présenter au bureau de l'OLP à New York en tant que sympathisant israélien. Si aucune arrestation ne suit, cela signifiera qu'ils sont libres d'agir. Le général, d'abord alarmé par le danger, accepte la stratégie. Victor, méfiant, exige une preuve de la sincérité d'Ephraim et obtient de contacter Reuven Hadari, un autre membre du groupe dissident, qui confirme la légitimité de leur démarche. L'auteur dépeint ainsi les luttes de pouvoir mortelles au sein des services secrets, où la loyauté est trahie et la vie des agents sacrifiée pour des agendas politiques. Il expose la cruauté d'un système corrompu et la solitude de ceux qui s'y opposent, transformant Victor en prison, en pion d'une guerre secrète pour l'âme du Mossad. Ephraim fournit à Victor des instructions cruciales pour New York, contacter un numéro spécifique, une boulangerie, après sa visite au bureau de l'OLP. En cas de non-réponse, il devra rappeler 3 fois espacées de 4 heures depuis des lieux différents puis disparaître. Il souligne que si eux sont capturés, Victor sera considéré comme mort pour la sécurité de sa famille. Victor arrive à New York, épuisé. Après une nuit agitée, il appelle Bella. Elle révèle que la marine israélienne a tenté de lui remettre des ordres de mobilisation, indiquant que le Mossad le recherche déjà. Victor la rassure, promettant de contacter son père. Il se rend ensuite au bureau de l'OLP, observant méticuleusement les environs pour détecter toute surveillance. Il rencontre Yassine, un responsable de l'OLP, et lui présente son passeport israélien, l'invitant à prendre un café. Yassine, étonné, accepte un entretien dans un restaurant discret. Victor avertit Yassine que toutes leurs communications sont écoutées, citant des exemples précis d'interception. Yassine, bien que conscient de la surveillance, met en garde Victor contre l'escalade de la violence et l'émergence d'extrémistes si aucune paix n'est recherchée, l'exhortant à saisir l'instant, entre guillemets. En sortant, Victor repère 2 hommes le suivant maladroitement. Il identifie Marvin, l'un des agents, comme un amateur. Victor décide de le piéger. Il le mène dans un magasin d'électronique, puis dans une librairie pour adultes près de Port Authority. Il entre dans une cabine de peep show, attendant que Marvin le suive. Victor le surprend, le maîtrise et l'interroge. Marvin, paniqué, se présente comme un détective privé, niant travailler pour quiconque, mais Victor presse pour savoir qui l'a envoyé. L'auteur met en lumière la paranoïa constante et les enjeux mortels du monde de l'espionnage, où même les alliés potentiels sont sous surveillance. Il montre la détermination de Victor face au danger et son habileté à manipuler des situations complexes malgré le stress personnel, soulignant la nature impitoyable des opérations secrètes et la fragilité des vies engagées. Victor maîtrise Marvin, son suiveur amateur, par pression physique et psychologique, le menaçant d'un stylo. Marvin, terrorisé, révèle appartenir à la JDL, envoyée par un rabbin pour surveiller l'OLP, exprimant des vues extrémistes sur un complot palestinien et l'inaction américaine.
Dégoûté par Marvin, Victor l'humilie. Il le déshabille, le menotte dans une cabine de pipe show, puis jette ses vêtements et portefeuilles à un sans-abri, assurant son embarras. Peu après, Victor contacte Ephraim, qui lui confie une mission délicate. Informer Avraham Baram, un général de réserve israélien, que sa proposition de vente d'armes aux Iraniens est approuvée. Victor perçoit la nature manipulatrice de cette tâche. Ephraim utilise Baram comme un pion. Il explique que le contact de Baram a été retourné par le FBI, transformant l'opération en un piège destiné à discréditer une faction rivale du Mossad, The Office, impliquée dans des transactions secrètes avec l'Iran, faisant écho à l'affaire Iran-Contra et à Amiram Nir. Alors, petite parenthèse ici, ce qu'ils appellent The Office ici, est-ce que c'est le film avec Dustin Hoffman, Marathon Man? Vous savez, il y a un mec qui disait dans le film, eh oui, c'est nous, quand la CIA et le FBI ne sont pas d'accord, c'est nous qui décidons en dernier lieu. Donc une sorte de cellule grise comme ça qui... À mon avis, c'est eux, The Office. Parallèlement, la couverture de Victor auprès de sa famille se fragilise. Bella, inquiète et cherchant des nouvelles de son emploi, discute avec Gigi, la femme de son père, révélant involontairement les incohérences de son histoire. Bella, bouleversée par cette découverte et la persistance du mystère, confronte Victor, exprimant sa peur pour leur avenir commun. Son père, déçu par la tromperie, le conduit à l'aéroport. Malgré la tension et le mensonge, le père de Victor lui offre 1 000 $ et réaffirme son amour, un moment poignant qui souligne la douleur des relations brisées par les exigences de l'espionnage. Victor part pour Washington, rongé par l'incertitude et les regrets. À Washington, Victor s'enregistre dans un hôtel sous une fausse identité liée à un projet de restaurant, nouvelle couverture. Ephraim le rejoint brièvement, lui annonçant qu'il agira sans soutien direct pour sa première mission, qui s'annonce longue et périlleuse. Cette absence de renfort direct et la durée indéterminée de son engagement accentuent le sentiment d'isolement et la perte de contrôle de Victor. L'auteur met en lumière les conséquences brutales et psychologiques des opérations secrètes, où les agents sont contraints à des actes moralement ambigus et à la manipulation, même des proches. Le récit expose les luttes de pouvoir internes au service de renseignement, où les individus sont sacrifiés pour des agendas politiques complexes. Il dépeint la solitude existentielle de l'agent, dont la vie personnelle est constamment compromise par les exigences impitoyables de sa profession, le laissant isolé et sans repère stable. On le voit notamment, en petite parenthèse, dans la série Bureau des légendes. Ça doit être peut-être la 4e saison, je me souviens plus. 3e ou 4e. On voit un agent du Mossad qui se fait passer pour un agent de la DGSE. Et à un moment, il se trompe dans son évaluation des choses. Et on voit qu'il est tout seul, quoi. Que s'il révèle qu'il s'est trompé, il a peur d'être buté, quoi. Je continue. Victor exprime à Ephraim sa frustration de ne pouvoir informer Bella de sa mission, rappelant les engagements passés du Mossad envers les familles. Ephraim rejette ses préoccupations, affirmant que Victor travaille désormais pour lui et que les agents ne partagent pas les détails opérationnels avec leurs proches. Après l'insistance de Victor, Ephraim promet un retour auprès de sa famille dans 3 semaines. Ephraim révèle la mission. Victor doit se présenter à une puissance étrangère comme un ex-agent du Mossad en probation, offrant des renseignements sur les méthodes et la structure de l'organisation. Victor est stupéfait d'apprendre que cette puissance est le KGB. Il s'inquiète d'être utilisé, mais Ephraim précise le véritable objectif. Un contact du FBI a révélé que des informations sensibles du Mossad étaient parvenues aux soviétiques, indiquant la présence d'une taupe. Victor servira d'appât. Le KGB, cherchant à vérifier son statut d'agent en probation, interrogera sa propre taupe au sein du Mossad, la démasquant et forçant ainsi la démission de hauts responsables. Victor accepte, non sans menacer Ephraim de mort s'il est manipulé. Ephraim, avant de repartir pour Israël pour d'autres opérations, laisse Victor avec peu d'argent et un sentiment d'isolement. À Washington, Victor se rend à l'ambassade soviétique. Il demande des brochures, puis glisse discrètement un mot à la réceptionniste pour parler à la sécurité. Après vérification de son passeport israélien, un homme le conduit dans une pièce avec un miroir. Victor déclare vouloir travailler pour le KGB, se présentant comme un membre du Mossad en probation suite à une erreur, ce qui l'empêche de servir à l'étranger. Il offre des détails opérationnels, mais avertit l'officier de ne pas utiliser son nom dans les communications à Moscou, affirmant que le Mossad a déchiffré leur code. L'homme, intrigué, interroge Victor sur sa valeur et ses attentes financières, Victor répondant que cela dépendra de ce que le KGB est prêt à payer pour ces informations. Face à l'officier du KGB, Victor justifie son futur contact avec un agent ennemi lors du polygraphe du Mossad par une collecte de brochures, pratique courante. L'officier, amusé,
promet de le recontacter sous 3 jours. Victor appelle Ephraim qui confirme le succès initial et l'encourage à maintenir son image de playboy. Ephraim évoque un possible retour à une vie normale après la mission, une perspective inattendue pour Victor. 4 jours sans nouvelles augmentent l'anxiété de Victor. Son téléphone est déconnecté, ses fonds s'épuisent. Craignant une trahison d'Ephraim ou une élimination par le Mossad, il décide de disparaître. Il se déguise en sans-abri, passe la nuit dehors à observer l'hôtel, puis retourne pour vérifier sa chambre, trouvant Ephraim. Victor confronte Ephraim sur la ligne coupée, que ce dernier découvre aussi défectueuse, attribuant cela à une erreur du quartier général. Ephraim est là pour l'opération Troyan, cheval de Troie, activée en février. Il s'agit de leurrer les stations d'écoute américaines et britanniques avec de fausses transmissions. Un dispositif spécial, le Troyan, est planté en territoire ennemi par des commandos navals. Il capte des signaux d'un navire israélien et les retransmet sur une fréquence ennemie, validant ainsi la désinformation. L'opération spécifique visait Tripoli, Libye. 2 unités d'élite, Matkal et Flottille 13, ont déployé le Troyan. Des vedettes et sous-marins miniatures ont acheminé 12 commandos près des côtes libyennes. Un commando du Mossad les attendait en vanne. Le cylindre Troyan de 6 pieds fut transporté dans un appartement près du quartier général de Kadhafi et activé, sa petite antenne déployée face au nord. Le cheval de Troie était en place. Je vous propose d'en terminer ici avec ma lecture, la première partie du résumé de cet ouvrage d'Ostrovsky. J'espère vous avoir rendu curieux à propos de cet ouvrage. Je vous laisse lire le résumé, il reste encore 7 pages de résumé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine découverte.